Bienvenue dans ce débat d'ouverture du Salon les Visionnaires. Ce débat est intitulé « Entreprise, faut-il tout repenser ?» Et on ne pouvait pas mieux rêver comme débat d'ouverture puisque pour un salon qui a pris le titre « Les Visionnaires », parce que c'est en effet un exercice de visionnaire que vont se prêter nos invités, d'imagination de ce monde qui arrive, qui change sous nos yeux. C'est vrai qu'on éprouve parfois un sentiment d'étrangeté face à un monde auquel on comprend peut-être peu de choses. C'est peut-être d'ailleurs une question générationnelle, ce monde du métavers, ce monde des crypto-monnaies, ce monde des NFT, tout mot qui nous paraissent étranges. Et on se demande si c'est encore notre monde. Ou pour reprendre le titre du livre de Marc Deleritz, si nous ne sommes pas sans carte et sans boussole. Alors, on va justement essayer de nous repérer, de trouver le nord en parlant des évolutions qui sont en train de se produire, des défis auxquels il va falloir répondre, et on va le faire avec nos invités sous le prisme de l'entreprise et du management et de l'économie. Ce qui est aussi, grâce aux experts qui sont ici, une façon de comprendre ou de nous faire comprendre, non pas le monde de demain, puisqu'on y est déjà, mais ce monde qui s'ouvre sous nos yeux. Alors, je vous présente les invités à ce débat. Je vais commencer par vous, Isabelle Kocher de Leritz. Vous êtes de formation scientifique, vous êtes normalienne, physicienne. Vous avez travaillé aux côtés de Lionel Jospin à Matignon. Et puis, vous avez rejoint Suez et vous avez été entre 2016 et 2020 la directrice générale d'Engie, une des 3 femmes à diriger une entreprise du CAC 40, je crois. C'est ça ? Vous êtes également la présidente de TerraWatt. C'est une organisation qui cherche à accélérer le développement à grande échelle de l'énergie solaire. Et puis, on va parler donc du livre, avec vous, du livre Sans carte ni boussole, qui est le livre de Marc Deleritz. Marc Deleritz était votre mari. Il est décédé brutalement à la sortie de ce livre. Marc Deleritz était ce qu'on appelle un grand chasseur de tête. Et il s'interroge dans ce livre, ça veut dire diriger une entreprise, et quelles seront les qualités indispensables aux managers de demain. C'est un livre, je pense, dont vous avez beaucoup parlé avec lui, dont vous assurez la promotion. Et puis, on parlera aussi, parce que c'est un peu en filigrane dans ce livre, de votre expérience de grande dirigeante. Antoine Frérot, bonjour. Vous êtes polytechnicien, vous appartenez au corps des ponts et chaussées. Vous avez intégré la Compagnie des Générales des Eaux, qui est devenue Veolia, et entreprise que vous dirigez depuis 2009 et qui est, avec le rachat de Suez, je crois, le leader mondial de la transition écologique. C'est bien ça ? Vous publiez L'entreprise de demain chez Flammarion, livre dans lequel vous rappelez que sans entreprise, un pays est perdu, dont on peut se douter, mais surtout dans lequel vous vous interrogez sur les nouvelles fonctions de l'entreprise, une entreprise qui ne serait pas seulement l'entreprise actionnariale qu'on a connue pendant des années, que nous connaissons, mais une entreprise élargie. On parlera de cette entreprise élargie. Et ce livre est le fruit d'une collaboration avec vous, Rodolphe Durand, c'est-à-dire collaboration entre un grand dirigeant d'entreprise et un universitaire et un chercheur. Rodolphe Durand, vous êtes professeur à HEC, vous êtes directeur de l'Institut Society and Organizations, qui étudie justement les défis nouveaux auxquels sont confrontées les entreprises. Alors, Philippe de Sertine devait être avec nous, il a eu un ennui personnel. Son livre s'appelait Le Grand Basculement, et c'est vrai que c'est un grand basculement auquel nous assistons aujourd'hui. Peut-être avant d'entrer dans le vif du débat, peut-être une question quand même d'actualité. Il y a cette guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que ça change ? Je vais peut-être commencer par vous. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise que vous êtes ? Bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Avant d'imaginer ce que ça change pour les entreprises, je pense que c'est d'abord le drame que ça constitue qui frappe tous les gens qui travaillent en entreprise. Bon. Le drame est sans doute au-delà du drame une reconfiguration de notre monde géopolitique qui s'esquisse et qui nous ramènera sans doute à
des images ou des phénomènes qu'on a connus il y a plus de 30 ans maintenant. Et peut-être que d'ailleurs, ce découplage entre un pays plutôt d'Asie et le monde occidental n'en est qu'à ses débuts. Et nous verrons si éventuellement ça se prolonge au-delà. Mais c'est surtout le drame humain, hein, bien évidemment, pour les populations ukrainiennes que ça évoque. Pour les entreprises, bien évidemment, c'est différent pour chacune d'entre elles. Ça évoque tout d'abord la question de savoir si elles ont des collaborateurs dans le pays en guerre. Et de voir comment, quand c'est le cas, comme c'est le cas pour Veolia par exemple, 350 personnes, comment on peut les aider, comment on peut aider leurs familles, de voir même si elles peuvent continuer à travailler, parce que très curieusement, on continue à collecter et à traiter les déchets en Ukraine. Et d'ailleurs, quand on regarde les images de la télévision, au milieu des barrages routiers, pour empêcher les chars de passer, on trouve des gros containers de déchets Veolia, parfois au milieu de ces pics là qu'on voit sur les grandes artères. Et puis se pose la question de la Russie, et également la question des collaborateurs et des collègues en Russie. Bon. Et vous le savez, beaucoup de gens ont appelé les entreprises occidentales, notamment, à s'éloigner d'eux. Tout d'abord, il y a les sanctions, et donc les entreprises sont tenues de mettre en œuvre les sanctions qui sont décidées par leur pays d'origine. Bon. C'est bien sûr ce que nous faisons, mais c'est ce que font toutes les entreprises françaises. Mais au-delà, il y a la question de savoir si on doit tout laisser tomber et rompre les liens avec nos collègues. Une question délicate. Elle est d'ailleurs rebattue un peu régulièrement. Pour ma part, je pense que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe et avec ces gens-là, notamment ceux qui, chez moi, collectent, traitent les déchets, assurent le chauffage des habitants. Et ces services essentiels, la population en a besoin. Et donc, si nous appliquons les sanctions, si nous n'achetons rien et ne vendons rien russe, parce que par construction, dans nos métiers de service, on ne le fait pas, ce sont des salariés, 1800 pour Veolia, tous russes en Russie, qui n'achètent et ne vendent rien à l'extérieur. Et bien sûr, d'interrompre tous les flux financiers. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut les oublier et les laisser tomber ? Je pense pas. J'ai moi-même écrit par mail à ces salariés au moment du début du conflit pour dire toute la peine que nous avions de voir ceci se dérouler. Et j'ai reçu des réponses de mes salariés par mail, certains d'entre eux en tous les cas, qui disaient écoutez, on voit autour de nous tout plein d'autres personnes qui sont laissées tomber. Et ça nous fait beaucoup de bien de recevoir votre mail. Surtout que moi, dit une dame, le week-end dernier, samedi dernier, j'étais en train de manifester avec mon mari contre la guerre en Russie. Il n'est pas revenu, je ne sais pas où il est. Voilà les questions qui se posent. D'abord et avant tout. Ensuite, bien sûr, les conséquences indirectes, les conséquences économiques, le prix de l'énergie, éventuellement l'approvisionnement en énergie quand on est dépendant de la Russie, la hausse des prix et toutes les conséquences macroéconomiques indirectement, qui seront importantes, qui seront lourdes. Mais la première chose auquel on pense dans une première entreprise... préoccupation, c'est en effet, c'est 1800 salariés russes. Oui, c'est des métiers forts à intensité de main-d'œuvre. Ouais. La collecte des déchets et leur traitement, ou même la distribution d'eau, la collecte des eaux usées. Donc oui, c'est beaucoup de personnes. Bon. Mais c'est un tout petite part de marché dans la collecte des déchets. Bien sûr, mais 1800 personnes, c'est quand même très important. Et donc la première chose auquel on pense, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec nos collègues. Alors, vous avez raison de replacer, je faisais un raccourci un peu rapide en disant qu'est-ce que ça change pour les entreprises. C'est vrai que d'abord, c'est le drame humain et le drame humain que vous vivez à l'intérieur de Veolia pour un certain nombre de vos salariés. Vous abordiez, Isabelle Kocher de l'Eritz et Rodolphe Duron, vous pouvez répondre là, vous abordiez quand même une question qui est quand même essentielle, dont on parle beaucoup, c'est celle de l'indépendance énergétique de la France et surtout de l'Europe. Est-ce que cette indépendance est possible ? À quel délai ? Et comment la gagner ?
si je peux dire. Alors, vous pouvez répondre aussi. Hein. Oui. Allez-y. Peut-être plus que l'indépendance, c'est l'accroissement de la souveraineté qui se pose. Hein, puisque, la dépendance énergétique, voilà. Et la dépendance énergétique, ou éventuellement d'autres matières premières ou d'autres équipements intermédiaires. Hein. Si la Russie en produisait, c'est pas le cas beaucoup, mais enfin, c'est surtout des matières premières. Oui, et puis ça posait d'ailleurs, le Covid avant posait déjà la question de la souveraineté, de la dépendance. C'est d'ailleurs une question que vous abordez dans vos livres respectivement. C'est vrai que le Covid a été un changement qui a de perspective, va entraîner un changement de perspective. Il se trouve, mais c'est un peu cynique de le voir comme ça, néanmoins c'est la vérité, il se trouve que cette grave crise, dont les conséquences seront durables, va très certainement favoriser des solutions de rapatriement d'activités ou de construction d'activités sur nos territoires pour être moins dépendants de souveraineté. Ça va être le cas pour tout ce qui est matières premières, et donc le recyclage des déchets pour en constituer la première mine du 21e siècle, pour en faire des matières premières pour nos industriels, va certainement être un peu dopé par cela. Et pour les déchets qu'on peut pas recycler en matière, les transformer par exemple en énergie. Et il y a beaucoup à faire. Hein. Il suffit de regarder une ville de haut et on voit toutes les cheminées en hiver. Et en ce moment, on doit voir des choses sortir par les cheminées. Ce qui sort, c'est au mieux de la vapeur d'eau chaude et du CO2. Au pire, avec un peu plus de choses. Tout ça, c'est chaud. Tout ça, c'est de la chaleur perdue. Pour la capture, et qu'on en chauffe les logements, qu'on en chauffe les bâtiments, on économise une grande partie de l'énergie fossile que nous consommons. Bon, et puis, il y a plein de séries d'énergie renouvelables, parce que celle-là, elle est renouvelable, hein, au-delà du vent et au-delà du soleil, hein, à partir des déchets, à partir de la biomasse, cette chaleur perdue, la température dans les égouts, c'est enterré dans le sol. C'est toute l'année la même température, 12 degrés, alors que dans l'air, c'est soit plus, soit moins. La différence de aujourd'hui. Oui, samedi dernier, c'était plus. Hein, voilà, c'était plus. La différence de température, vous pouvez la capter avec des pompes à chaleur. Bref, il y a 1001 manières de fabriquer de l'énergie chez nous et sur le sol, sans doute légèrement plus coûteuse que ce qu'on fait par ailleurs, et en important des énergies fossiles, mais qui nous rend totalement indépendants pour cette part-là au moins. Si on utilisait rien que le biogaz de toutes les décharges en France, même si la décharge n'est pas forcément le mode de traitement le plus intéressant, mais au moins on peut en capter le méthane, c'est 20% du gaz français qu'on économiserait. Ah oui, donc il y a des pistes. Or, vous savez qu'on achète 20% du gaz aux Russes. Ah, c'est absolument. Ouais. Voilà une idée, mais il y en a, comme je l'ai dit, plein. Il y en a beaucoup. Isabelle Corcher et Rodolphe Durand, on parle beaucoup, et puis après on va venir vos libés, on parle beaucoup d'économie de guerre aujourd'hui. Dans le management, ça veut dire quelque chose, l'économie de guerre. Ça veut dire avoir des priorités très, très ciblées. Vous pensez que ça serait une bonne idée, justement, de se dire, voilà, il nous faut obtenir, je sais pas, plus de lithium pour les batteries, plus d'énergie pour être plus indépendant. Cette économie de guerre, l'un et l'autre, ça vous dit quelque chose? Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être là avec vous. Puis Salon des visionnaires, quand même. Oui, ça veut dire quelque chose. C'est courageux et bienvenue. Peut-être, moi, ce que je trouve intéressant aussi à observer quand on reprend du recul par rapport à ces événements, c'est la succession des crises majeures. Je disais, vous commencez tous vos livres par le Covid. Oui, celle-là est arrivée en plus. Voilà. Et donc, je pense que, au fond, cette succession de crises qui sont à la fois mondiales, extrêmement graves, humainement d'abord, très graves, pour moi, d'abord doivent nous rendre modestes sur notre capacité à prévoir. Bien sûr. Et ça, là, on rentre dans le sujet de qu'est-ce que c'est pour un dirigeant de piloter une entreprise. On est rentré dans un contexte qui est totalement volatile. Et on sait maintenant qu'on touche des limites. On touche les limites planétaires, on touche des limites carbone, mais pas seulement. On touche des limites de biodiversité, on touche des limites d'acidité dans les océans, on touche tout un tas de limites.
Et par définition, quand on touche les limites, il y a des effets de rebond qui en plus se croisent. On voit bien qu'on est rentré dans un contexte d'instabilité. C'est devenu la normale d'une certaine manière, l'instabilité. Et moi, ce qui me passionne, et c'est pour ça que Marc a écrit ce livre, et c'est pour ça que moi je suis là pour le porter, c'est comment est-ce que, au lieu de se laisser gagner par la peur, parce que finalement le réflexe naturel, malheureusement, dans un contexte volatile, c'est plus prendre de risques, on ne fait plus rien. On reste bien au milieu du peloton, finalement, on s'expose le moins possible. Comment est-ce qu'au contraire, sereinement, on relance des initiatives, on refait converger les initiatives, l'énergie, au fond, pour repartir sur des projets longs qui nous redonnent de l'adhérence. Comment est-ce qu'on recrée de la stabilité? Et dans ce contexte-là, l'entreprise, parce que vous nous avez invité à parler de l'entreprise, elle a, je pense, elle a un rôle. Elle a un rôle fondamental dans cette. L'entreprise, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est par définition, c'est la vocation fondamentale de l'entreprise que d'apporter des solutions à des problèmes non résolus. Donc, l'entreprise, elle est au cœur de ce challenge. Et je crois que l'objectif, c'est d'arriver à reflécher toute la puissance de création de l'entreprise vers la résolution de ces problèmes. Et je dis reflécher parce que si on fait un pas de côté et qu'on regarde notre système tel qu'il est aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, de règles du jeu, en fait, qui progressivement ont un peu dérivé et qui font que l'entreprise, elle est amenée à répondre de sa performance selon des schémas qui sont probablement pas les bons. Antoine parlait du biogaz à l'instant. On en reparlera tout à l'heure parce que justement, évaluer l'entreprise, c'est un des thèmes Mais un mot sur le biogaz, parce que je ne peux pas m'empêcher. Oui, bien sûr, c'est votre cœur de métier, si je peux dire. Tu soulignais tout à l'heure la part que le biogaz pourrait prendre dans le système. Et c'est juste, je partage absolument ce point de vue. Et je me souviens très bien des débats autour de la dernière loi de programmation de l'énergie, il y a quelques années. Et la part dévolue au biogaz a été assez modeste, pour ne pas dire ridicule. Pourquoi ? Parce que la façon de regarder la performance, au fond, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États. Le PIB, c'est un outil qui est très dépassé pour ce qu'on a à gérer, en fait. Sont telles que, oui, si on suit ces règles du jeu, la seule chose qu'on voit, c'est que le biogaz coûte plus cher aujourd'hui. Donc, changer les règles du jeu, changer la représentation du succès, à mon avis, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on s'attelle parce que c'est de nature justement à ce que l'ensemble de la puissance de création de l'entreprise et des territoires repartent, se mettent au service de la résolution de ces problèmes. Moi, je trouve que c'est un challenge qui est devant nous et qui est à mon avis passionnant, ça. Rodolphe Duron, pour continuer sur ce que disait Isabelle Deléritte, oui, parce que c'est parler aussi, c'est vrai, de la crise du Covid. On aurait pu, la première réflexe aurait pu être la peur. Vous avez raison. On a vu quel changement ça a donné dans l'entreprise. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous aussi. Moi, je voudrais continuer sur effectivement cette ligne et dire qu'effectivement on a un peu une jonction un peu historique avec la guerre d'une part. Et les crises qui se multiplient, oui. et ramener la question effectivement à la peur par rapport à la réaction adaptative ou à l'adaptation qu'on peut avoir par rapport à ça. Et il va y avoir deux grands choix. Il va y avoir un choix où on va chercher à centraliser et à ramener l'ensemble des décisions au niveau d'un cœur central politique. Et il y a une autre façon qui est la façon de laisser les entités multiformes que sont les entreprises, parce qu'il y a plein de sortes d'entreprises, les petites, les grandes, d'une part, celles qui ont un but éminemment lucratif, celles qui sont les entreprises sociales et solidaires ou d'autres types d'entreprises. Donc il y a une grande foule, il y a des coopératives, il y a des mutuelles. Donc il y a tout un ensemble d'organisations économiques. Donc, est-ce qu'on va centraliser et chercher à se réfugier derrière un pouvoir central fort qui rappelle des idées et des années qui ne sont pas les plus glorieuses, ou est-ce qu'on va comprendre qu'il faut mettre en place des nouveaux outils de mesure
pour mesurer la performance de ces organisations multiformes qui vont chercher à s'adapter au changement. Moi, je suis résolument dans le second camp. C'est-à-dire, je ne pense pas et je ne crois pas que la réponse à la peur qui est face à nous est celle d'une centralisation des décisions. Et au contraire, à travers l'entreprise de demain, les différentes formes d'organisation, les différents outils qui peuvent nous servir à mesurer les impacts de l'activité économique. On commence le livre en disant que l'entreprise est décriée parce qu'il y a des scandales tout le temps, parce qu'il y a effectivement il y a des voyous parmi tout ça, mais et vous en listez quelques-uns. Oui, on en a tous en tête, mais la grande majorité, elle a été capable de nous aider à répondre à un défi sanitaire que l'humanité n'avait pas connu depuis un siècle, en cassant le nombre de morts au niveau mondial par rapport à ce qu'avait été la grippe espagnole entre 1915 et 1919, avec une capacité de réaction très vive. Et alors, bien sûr, il y a des gens qui agitent les peurs, mais il faut regarder le verre plus qu'à moitié plein et comprendre que c'est un enjeu vraiment fondamental de savoir si on va et comment on va réagir à ces sujets-là. Et ce raisonnement que vous faites sur l'entreprise, puisqu'on est ici dans un territoire, on pourrait aussi le faire sur les territoires. C'est vrai que la crise de la Covid a montré comment les territoires se sont emparés parfois des solutions que l'État avait du mal à trouver. C'est un problème très classique. Donc moi, je suis professeur, hein, donc c'est un problème très classique qu'on a vu au cours des siècles et dans l'histoire, qui est de savoir qui est le décisionnaire final par rapport à une solution. Plus vous avez une variété de sujets, et plus vous centralisez la décision, plus elle va prendre de temps. Or, plus le monde est volatile, plus le temps que vous perdez à prendre la bonne décision va avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, par conséquent, il faut réussir à trouver la bonne adaptation entre, effectivement, des règles qui doivent être dictées au niveau central, mais aussi une certaine délégation et laisser, dans ce cas-ci, les territoires, bien sûr, les entreprises se coordonner, voilà, des alliances qui peuvent avoir lieu sur des sujets qui, Peugeot, qui met certaines de ses machines, outils au service d'Air Liquide, qui lui-même a évidemment le gaz, l'oxygène qui va servir pour les patients, pour la création de masques, ce genre de choses. Donc des choses des entreprises ou des associations, des organisations qui n'auraient pas travaillé naturellement entre elles, mais qui, du fait de cette capacité à leur laisser une certaine liberté, avec un État qui a été protecteur, ce coup-ci, en offrant finalement ce qu'on a appelé les prêts garantis d'État, les PGE, nous a permis de répondre probablement moins mal que si on avait voulu centraliser beaucoup plus, en attendant que ce soit le seul État face à cette incertitude qui était totale de réagir seul à seul. Alors, tout n'a probablement pas été parfait. Je ne suis pas un spécialiste nécessairement de la gestion des crises sanitaires, mais fort est de constater qu'on a quand même réussi à répondre. Pas trop, pas si mal. Tout n'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. C'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est pas mon point. Ce que d'ailleurs vous le dites les uns les autres dans vos livres. D'ailleurs que l'entreprise doit s'ouvrir aussi au territoire. Enfin, il va y avoir une collaboration. Vous en parlez. Peut-être on peut dire aussi un mot d'une question qui est importante parce que c'est vos corps de métier aussi. C'est la question climatique. Quand on voit comme ça, il y a une première réponse qu'on entend souvent, parfois du côté des écologistes, c'est la décroissance, qui est la première réponse. Vous êtes pas favorable, je crois, ni les uns ni les autres à la décroissance. Isabelle Kocher, vous avez d'ailleurs passé beaucoup d'énergie à la transformation écologique d'Engie. Vous avez fait Veolia, on a dit, la première entreprise dans ce genre. Est-ce qu'on peut répondre à la question climatique? C'est une des questions d'ailleurs que posait De Serdine dans son livre. Dans un monde de 8 ou 10 milliards de personnes, d'habitants. Eh bien, de toute façon, il faudra bien le faire. Oui. Parce que si on ne le fait pas, ça va mal se passer. Bon. Alors, bien évidemment, il va falloir changer des choses pour cela. Mais oui, je pense que pour faire vivre 10 milliards de personnes sur cette terre en 2050, parce que c'est à peu près le nombre, entre 9 et 10, il y a des démographes qui disent on n'attendra peut-être pas, qui sont plutôt optimistes là-dessus. Mais... La question se posera de savoir si on peut le faire tout en maintenant un niveau d'activité et de développement et de confort suffisant ou proche de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ou si au contraire, il faut délibérément décider
de le réduire, ce niveau de confort, et c'est la fameuse et le niveau d'activité, c'est la fameuse décroissance. Tout à l'heure, j'ai évoqué qu'en matière d'énergie renouvelable, rien que sur notre pays, il y avait énormément d'opportunités qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Quand j'ai parlé de la chaleur fatale, de la chaleur perdue, par exemple, c'est autant qu'on consomme complètement. Et que donc on pourrait récupérer. Et donc, oui, je pense qu'il y a possibilité, en étant sans doute un petit peu plus sobre, mais sans décroissance, de maintenir le même niveau d'activité pour 9 à 10 milliards de personnes sur la Terre, en ne salopant pas la planète. Et aujourd'hui, je dirais qu'on connaît au moins une bonne moitié des solutions et qu'on maîtrise une bonne moitié des solutions dont on aura besoin dans 20 ans pour réussir cette transformation écologique. Et il faudra sans doute en inventer la petite moitié qui manque encore, mais dont on voit déjà se dessiner les grandes lignes. Je vous invite à aller sur les stands tout à l'heure. Mon voisin de stand s'appelle Antoine Hubert. Il a créé une start-up, il y a une dizaine d'années, une entreprise de bioconversion qui utilise des déchets pour donner naissance à des insectes qui vont nourrir le bétail sans utiliser des céréales. Il faut savoir que 34% des céréales produites par l'agriculture mondiale est utilisée par le bétail, qu'on mange, mais pas avec le même niveau calorique. Quand le bétail mange 100 calories, nous mangeons 3 calories de bœuf ou 12 calories d'œuf. Bon. Alors si on réserve les céréales pour les humains et qu'on trouve d'autres moyens de nourrir intelligemment et proprement les animaux, eh bien, voilà une solution. Une solution écologique puisqu'elle utilise les déchets organiques. Les déchets des restaurants, les déchets, les tontes de pelouse, les feuilles mortes. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Oui, il existe des possibilités. Plus de la moitié des solutions aujourd'hui bien maîtrisées. Il suffit de les généraliser. Et il faut inventer l'autre moitié. Et on connaît à peu près les pistes. Et pour reprendre cet exemple, comment nourrir de 9 à 10 milliards de personnes avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol. Eh bien, je pense qu'on en connaît déjà les voies. Il faut encore les maîtriser, les rendre robustes, mais ceci est possible. Donc, à votre question, oui, on peut, à cet horizon, tant pour les émissions de gaz à effet de serre, donc le climat, mais également les autres urgences écologiques, parce qu'il n'y a pas que la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, des sols, etc. Je pense que si on est sérieux, ça coûtera un petit peu plus cher. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que pour faire la même activité proprement, sans polluer, et la faire sans prendre garde à sa pollution, ça coûte en moyenne 10% plus cher. Bon. 10% plus cher, ce n'est pas la mer à boire. Être un peu plus sobre, tous sur la planète, à cette hauteur-là, surtout qu'il y aura sans doute des progrès d'échelle quand même, eh bien, on pourra le faire. Isabelle Kocher-Delris, je disais... Vous avez transformé Engie. Quel problème de management ça pose, ces transformations d'une entreprise? Je peux témoigner de mon expérience chez Engie. Et puis, je crois qu'ici, on est nombreux à expérimenter cette situation dans laquelle on est. C'est vrai que dans un monde sans carte et sans boussole, où le niveau de prévisibilité est très faible, le métier de dirigeant, il a quand même beaucoup changé. C'est pas pareil de piloter une entreprise quand les routes sont tracées. Là, on est plutôt dans le management. En anglais, il y a deux mots pour parler de diriger. Il y a le management et il y a le leadership. Oui. Et il y a une vraie différence entre les deux. Bon, quand les routes sont tracées, bon, c'est un peu simpliste, mais enfin, c'est plutôt du management. Mais là, c'est pas le cas. C'est très paradoxal, notre situation, je trouve. C'est-à-dire qu'à la fois, on est tous convaincus qu'il faut changer de système, c'est ce que tu viens de dire, d'une certaine façon. Donc là, la certitude est très forte, mais la façon de le faire, pour le coup, en fond, on va assez largement la découvrir en marchant. Il y a une partie des solutions qui existent et puis il y a une partie des solutions qui n'existent pas encore. Et le métier de dirigeant, dans ce contexte-là, il a quand même beaucoup changé. Et tout l'enjeu de ce livre dont vous parliez, c'est d'essayer de décrire un peu plus finement en quoi
les dirigeants qui vont réussir demain à emmener leur organisation ne sont pas exactement les mêmes qu'hier. Ce qui est un vrai challenge de décrire ça, parce qu'il y a des secteurs différents, il y a des pays différents. Mais pour essayer, il y a des habitudes aussi. Il y a des habitudes. Alors pour essayer de résumer en quelques phrases un livre, c'est jamais facile et vous me pardonnerez. Mais on reviendra dessus sur quelques mois. Mais allez. Je voudrais faire apparaître une chose que je trouve assez charnière. C'est de faire ressortir le fait que le dirigeant qui va réussir justement à emmener son organisation dans ce monde très mouvementé. Et quelqu'un qui, puisque justement il n'y a plus de chemin tracé, doit oser faire confiance à son intuition. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que justement, il n'y a pas de solution toute faite. Donc, l'intuition de quelqu'un qui d'abord ose en avoir une et puis ose ensuite la partager. Avoir l'intuition tout seul, c'est évidemment dangereux. Donc, le métier de dirigeant de demain, c'est donc bien plutôt un métier de leader que de manager, de quelqu'un qui est assez curieux, disons, de ce qui se passe dans le contexte pour deviner peut-être dans quelle direction il faut aller, et qui en même temps, et ça rejoint le point de Rodolphe de tout à l'heure, ne se mêle surtout pas de faire un plan d'action à l'échelle mondiale de son organisation, parce que là, il a à peu près toutes les chances de... Et parce que vous dites, c'est pas la même réalité partout. Non, il y a une justesse à trouver par territoire, qui est absolument critique. Je peux là justement rejoindre l'expérience que j'ai vécue. Moi, j'ai été nommé directeur général d'un groupe qui était à l'époque le 3e émetteur de carbone du monde. Avec l'intuition forte, et d'ailleurs j'ai été nommé d'une certaine façon sur cette intuition, qu'il fallait aller vers zéro carbone, que c'était vital. Vital pour la planète et vital pour l'entreprise aussi. Bon, comment le faire? Heureusement que je n'ai pas dessiné un plan du haut de la tour de la Défense, parce que je n'aurais jamais visé juste. Donc, j'ai, au fond, confié à chacune des organisations territoriales, jusqu'à assez fin, en fait, le soin de dire, écoutez, voilà, moi, je pense qu'il faut aller là. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, qu'est-ce que ça voudrait dire chez vous? Et voilà. C'est ce que vous dites, il faut que les leaders fassent des leaders aussi qui travaillent avec eux. Donc un leader, il a un profil qu'on pourrait presque qualifier de paradoxal. À la fois, il est... il sait où il va, mais il n'est pas sûr de lui. Si Marc, dans son livre, parle de magnanimité. Alors, au sens étymologique du terme, magna anima, ça veut dire grande âme. Ça veut dire quelqu'un qui voit large sur le monde, qui essaie de comprendre modestement, mais de comprendre ce qui se passe dans le contexte, essayer d'intuiter. Voilà, c'est vraiment le mot, je crois. Donc il y a cette magnanimité qui veut dire aussi ambition, forcément ambition pour l'entreprise qu'on dirige. Et puis en même temps, c'est un leader qui ne prétend pas tout savoir, au contraire, et qui confie cette intuition partout dans l'organisation. Et donc c'est une espèce de contraste très fort entre cette magnanimité, ambition, appelez ça comme vous voulez, et en même temps une humilité qui bon. Et je trouve que cette espèce de presque d'oxymore, mais... Oui, alors on va pas dire bipolaire parce que c'est connoté, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai contraste. Et si vous passez... alors je deviens impertinent d'une seconde, là, mais si vous passez au crible, moi c'est un prisme que je regarde maintenant quand je vois des dirigeants se présenter, en politique ou ailleurs. Ce prisme de magnanimité, d'humilité, je le trouve extrêmement juste. Et au fond... la chute de ce livre, c'est de dire mais qu'est-ce qui permet de nourrir à la fois la magnanimité, l'humilité? Comment est-ce qu'on développe les deux de concert alors qu'ils peuvent être vus comme apparemment contradictoires? Eh bien, c'est ce que Marc, dans son livre, appelle la finalité hors de soi. Autrement dit, le fait de se mettre au service de quelque chose qui est plus grand que soi. Et si vous vous mettez au service de quelque chose qui est plus grand que vous, alors ce sera ce que chacun choisit. Ça peut être le climat. Vous voyez oui, ça peut être l'engagement des jeunes en particulier sur ce sujet-là. Ça peut être la planète, ça peut être autre chose. Mais probablement qu'un des... On pourrait rajouter l'humanisme aussi, qui est important. Parce que l'un va pas sans l'autre. C'est tout à fait ça. Et du coup, on arrive finalement à se dire que, au fond, autrefois, les dirigeants étaient éventuellement humanistes en plus d'être dirigeants. Ouais. Et c'était bien. Bon. C'était bien. C'était en plus.
Aujourd'hui, on ne peut pas être dirigeant sans être humaniste, parce que ce couple humilité-magnanimité, cette finalité hors de soi, qu'est-ce que c'est au fond? C'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme au carré, si j'ose dire. Donc voilà, je crois qu'on est aussi dans une époque qui est intéressante de ce point de vue, c'est que c'est sur la qualité humaine des dirigeants que va se jouer leur succès. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je vais citer 2 phrases de chacun de vos livres et qui se rejoignent. Dans le livre de Marc Deleritz, dites la question n'est plus qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise, mais à quoi contribuez-vous? Et dans votre livre, M. Frérot et M. Durand, Antoine Frérot et Rodolphe Durand, vous dites l'entreprise n'est prospère que si elle est utile, alors qu'on a longtemps pensé qu'elle n'était utile que parce qu'elle était prospère. Oui, ben parce que et c'est 2 phrases qui se rejoignent au fond. Hein. Oui, voilà, quelle est l'utilité de l'entreprise? C'est vrai à quoi vous servez? C'est vrai que depuis une 50aine d'années, puisque c'était la théorie de l'entreprise, qui disait que les entreprises devaient faire leur métier d'entreprise, pas le métier des politiques, qu'inversement les politiques devaient faire leur métier et pas celui d'entreprise, que les vaches seraient bien gardées si chacun faisait ce dont il était responsable, à savoir les lois pour les politiques et l'activité économique, en se contentant de respecter les lois, mais en n'ayant qu'une idée en tête, maximiser la performance économique et financière, c'est le rôle de l'entreprise. Et cette théorie a fait florès. Elle a été portée, popularisée par un grand professeur, prix Nobel d'économie, M. Friedman, et qui disait effectivement, c'est parce qu'elles sont prospères que les entreprises sont utiles. Cette idée qui a conquis la planète, hein, grâce notamment à 2 grands dirigeants politiques, Mme Thatcher et M. Reagan, dans les années 80, cette théorie-là, elle est arrivée au terme de son efficacité. Et même maintenant, elle est clairement contre-productive. Au fond, c'était, pardon pour aller vite, l'intérêt de l'entreprise, c'est l'intérêt de ses actionnaires. On pourrait la résumer à ça. Oui, hein. Absolument. D'où d'ailleurs, quand on interroge les gens dans la rue, qui vous disent, des Français par exemple, qu'on l'a fait à l'Institut d'entreprise, à qui servent les entreprises, ben, les Français, ils répondent, il y a encore quelques années, à quelques-uns, seulement à quelques-uns, hein, aux actionnaires et aux patrons, en gros, hein, pour faire bref. Et progressivement, on voyait les autres intervenants de la société, et pourtant intervenant dans l'entreprise, s'en détourner et détourner leur intérêt. Ce système-là est dangereux pour les entreprises si elles ne sont pas soutenues par la population à laquelle elles s'adressent et qu'elles servent, et dangereuse pour notre système économique, l'économie de marché. Et donc il s'agit de bien montrer que c'est une théorie trop courte et erronée. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce qu'elles sont utiles, et utiles à beaucoup de gens, et pas seulement à leurs actionnaires, à leurs patrons, mais à leurs clients, à leurs salariés, à leurs fournisseurs, au territoire dans lequel elles sont implantées, aux générations futures qui viendront les rejoindre, et donc à la planète. C'est parce qu'elles sont utiles à tout ce monde-là, à tous ceux qui s'engagent avec elles, parce que tous ceux-là s'engagent avec elles et prennent des risques. Il n'y a pas que les actionnaires qui prennent des risques, les salariés en prennent aussi, de perdre leur emploi, les clients de se faire refouler de la camelote, les fournisseurs de ne pas être payés, les territoires de faire des investissements et puis de vouloir voir des entreprises s'envoler. Bref, tout le monde prend des risques. Donc l'entreprise doit veiller à servir de manière équilibrée tous ceux qui s'engagent avec elle. Et c'est parce qu'elle est utile à beaucoup de gens qu'elle sera prospère et qu'elle restera prospère. Voilà le principe et la théorie qui est défendue dans ce livre. Oui. Ce qui n'est, j'insiste, ce n'est pas une entreprise bisounours. Oui. Hein, c'est pas une entreprise gentille. On vous l'a un petit peu reproché entre les lignes, si vous dites, en disant voilà, vous faites une vision très, alors parfois bisounours. C'est pas celle-là de l'entreprise, mais et vous avez quand même fait une OPA sur Suez. Vous en parlez dans le livre. Hein, mais cette théorie. Vous dites, c'est l'intérêt en de 2 mots. Voilà. C'est pas l'entreprise impuissante. Au contraire, c'est l'entreprise forte du soutien de tous ceux à qui elle est utile. L'entreprise qui a des alliés, parce qu'elle s'occupe de ceux qui s'engagent avec elle. Effectivement, les outils, parce qu'une OPA,
c'est un outil. Comme tout outil, on peut en faire de bonnes choses et de mauvaises, hein, avec une bonne fin ou une mauvaise fin. Bon, je prétends, mais on ne va pas avoir le temps de le développer ici, que bien évidemment, l'objectif de cet opéra est fait pour des bonnes choses. Bon, mais vous n'allez pas dire le contraire de toute façon. Bien sûr, mais je suis prêt à le démontrer quand on aura du temps. Bon, cela dit, cette entreprise qui veille à servir beaucoup de gens, et en tous les cas ceux dont elle a besoin, et ceux dont elle a besoin en tant qu'allié lorsque, par exemple, les choses tournent mal, eh bien, ce n'est pas une entreprise impuissante. Au contraire, c'est parce qu'elle est soutenue qu'elle est forte. Rodolphe Durand, pardon. Vous revenez d'ailleurs dans le livre sur la loi Pacte, hein, justement, qui définit la société gérée dans son intérêt social en prenant en compte les considérations et les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est dit dans le texte. Mais alors, évidemment, l'évaluation friedmanienne dont on parlait tout à l'heure, elle est relativement facile. On regarde les bénéfices et on voit, c'est assez facile d'évaluer une entreprise. Comment on introduit justement, vous l'avez fait chez Veolia, comment on introduit, comment voilà, on définit l'entreprise, on la valorise en prenant en compte ces éléments qui ne sont pas purement financiers. Ben, c'est exactement le changement dans lequel on est en train d'arriver. Si vous prenez la valorisation d'une entreprise, vous allez regarder ce qu'elle a au bilan, ses stocks, ses actifs, etc. Cette valeur-là ne représente en moyenne que 30% de la valeur totale de l'entreprise. Les 70% autres, c'est ce qu'on appelle des actifs qui sont intangibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, les compter facilement. À partir du moment, et donc c'est aussi une partie de l'utilité dont parlait Antoine Frérot, à partir du moment où vous allez commencer à vouloir et à pouvoir mesurer ces 70%, en regardant par exemple l'engagement des salariés, en regardant comment les clients recommandent les produits de l'entreprise à d'autres clients, en regardant et en calculant l'impact carbone de l'entreprise. Et on a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ça, non seulement sur l'activité propre de l'entreprise, mais sur ses sous-traitants, sur ses fournisseurs. À partir du moment où on va se rapprocher d'une mesure de ces effets indirects, qui peuvent être négatifs si c'est de la pollution, mais qui pourraient être aussi positifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont venir en déficit et d'autres des choses qui vont venir en supplément. Eh bien, on arrive à mieux évaluer l'utilité, la valeur, du coup, de cette entreprise. Et donc, ce qu'on dit dans le livre, c'est aussi qu'il faut qu'on passe de cette vision, il faut qu'on passe à une vision post-Friedmanienne. Alors, parmi les responsables de la diffusion du modèle de Friedman, les écoles de commerce, partout à travers le monde, sont co-responsables. Hein, nous avons enseigné pendant des dizaines et des vingtaines d'années toute une génération d'étudiants qui sont devenus ensuite des décideurs que la valorisation, la shareholder value maximization, donc la valorisation actionnariale de l'entreprise, était l'alpha et l'oméga. Et donc là, on ne prenait pas du tout en compte ces 70% de valeur qu'on peut essayer de démontrer que l'entreprise, en fait, a un effet sur cette valeur, qu'elle peut la rendre soit à ses salariés, sous forme de travail plus intéressant, sous forme éventuellement de salaire plus important, sous forme de bénéfices en termes pas seulement des bénéfices financiers, des bénéfices sociaux, voilà, j'étais en train de chercher le mot, à ses clients, à ses fournisseurs, en ayant un meilleur sourcing des matières, par exemple, etc. Donc, si l'entreprise arrive à faire cela, et si les évaluateurs des entreprises, les auditeurs, les investisseurs arrivent à utiliser ces nouvelles métriques, ces nouvelles mesures, alors les entreprises qui sont simplement friedmaniennes seront peut-être moins intéressantes pour ces investisseurs. Et donc, du coup, on repart dans une démarche où la performance est plurielle. Ce n'est pas simplement le profit économique, mais c'est aussi la santé, le bien-être des salariés, leur engagement, la qualité des produits, les labels, etc., qui sont mieux valorisés. Et donc, on repart dans une spirale plus bénéfique. En ajoutant les innovations technologiques, on peut, et c'est ce qu'on pense, répondre aux enjeux qui sont gigantesques et face à nous. Et donc, je pense que nous tous ici sommes porteurs plutôt d'un message d'espoir plutôt que de frayeur face à ce qui nous arrive. On va probablement pouvoir répondre à ces enjeux-là.
Mais il faut transformer la définition de l'entreprise, c'est la loi Pacte, comme vous l'avez dit, en prenant en considération l'impact social et environnemental de ces activités. Il faut mettre les outils et qu'ils soient utilisés par l'ensemble des acteurs et non pas que plein d'acteurs et chacun un outil différent pour mesurer la même chose, parce que ça, c'est sous-efficace, c'est sous-efficient, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on arrive à les standardiser et qu'ils soient utilisés par plusieurs et qu'on ait des dirigeants qui soient à la fois magnanimes et à la fois humbles et capables de gérer des tensions qui vont constamment apparaître dans leur entourage et dans leur processus de décision. Il y a justement une question que je voulais vous poser parce que ça m'intéresse sur l'évaluation des entreprises. C'est un chiffre que cite de certaines, enfin, qui est connu. Toyota, qui fabrique 10 millions de véhicules par an, est valorisé, je crois, à 192 milliards. Et Tesla, qui en vend 800 000, est valorisé à 800 milliards, c'est-à-dire à peu près 7 fois plus. Est-ce que ça pose pas, justement, dans l'évaluation des entreprises, qui sont les grandes entreprises, comme Veolia, ou comme les TNJ, ou comme les TNJ, pardon, c'est pas dirigez plus que c'est pas une grande entreprise. Est-ce que ça vous pose pas un problème quand même intellectuel, économique Monsieur le professeur. La valeur d'une entreprise, c'est l'ensemble des flux financiers qu'elle va générer dans le futur, tels qu'ils sont ramenés aujourd'hui. On appelle ça l'actualisation. C'est-à-dire que si je vous dis, monsieur, je vais vous donner 10 € maintenant, et si je vous dis, madame, je vais vous donner 10 € dans 10 ans, je pense que monsieur, il est plus content parce que la valeur de l'argent aujourd'hui par rapport à la valeur de l'argent demain, c'est pas tout à fait la même. Donc, lorsqu'on regarde Toyota à 10 ans, avec le type de production qu'il a, le type de véhicule qu'il a, et qu'on regarde, les investisseurs regardent Tesla, ils vont mettre une valeur supplémentaire à l'argent généré dans le futur par Tesla, à cause de l'impact environnemental supposé, puisqu'il y aura moins d'émissions de carbone à cause évidemment des batteries, et que Tesla maîtrise la technologie des batteries. Et donc par conséquent, quand bien même le nombre de véhicules, le nombre d'employés, la taille, c'est-à-dire cet actif dont je parlais tout à l'heure, les 30% là, dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup plus faible chez Tesla. Ce n'est pas 70% ici, mais donc les 70% de la valeur sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il ne faut pas non plus le nier, il y a une partie, en ce moment, vous savez qu'il y a beaucoup de liquidités sur les marchés, et que donc, il peut y avoir, on va dire, une survalorisation de ces profits futurs, parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui se mettent sur certaines valeurs. Comme il n'y a pas vraiment de gros concurrents de Tesla qui apparaît aujourd'hui ou qui est apparu aujourd'hui, ben c'est vrai que tout l'argent sur ce secteur va se mettre sur Tesla. Donc on arrive assez... Mais quand on voit la richesse des GAFA, par exemple, on se dit peut-être que la richesse du futur, c'est d'avoir des données plus que des produits. Oui. Ou plus que... Je pense que Rodolphe est gentil quand même, parce que oui, il défend quand même sa profession. Les boursiers, ce sont souvent des boutons de panurge, ou parfois des enfants. Hein. Donc, ils suivent la mode. Et donc, ce n'est pas instantanément qu'il faut regarder la valeur d'une entreprise dans la bourse. C'est sur la moyenne du bon pas de temps d'une action humaine, d'une action collective. Plus, d'ailleurs, le collectif est grand, plus la conséquence d'une action collective prend du temps. Et donc, pour une grande entreprise, c'est plutôt une moyenne sur 10 ans qu'il faut regarder dans l'action, et pas instantanément lorsque l'effet de mode d'un seul coup survient. Bon. Sur 10 ans, les modes passant, les enfants changeant, eh bien, on peut avoir une moyenne à peu près cohérente, on va dire. Voilà. Bon. Donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Isabelle Cuchet-Doritz, il y a un mot sur lequel je voulais revenir, c'est le mot. Alors, il paraît qu'il est intraduisible en français, c'est empower. Empouvoirment. Hein, les Québécois disent empouvoirment. Empouvoirer. Empouvoirer. C'est un mot intéressant dans le management, justement. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire passer cette passion aux autres aussi. À ceux qui travaillent avec vous. Oui, alors là, on était depuis... Pardon, oui, c'est mais si vous voulez... pour faire la transition, on était depuis 10 minutes sur la représentation du succès, sur la façon de regarder la performance des entreprises, et c'est complètement structurant. Mais pour aller dans votre sens, je ne crois pas du tout qu'on puisse se dire, on passe d'une représentation du succès A à une représentation du succès B, et puis voilà, on prend les mêmes, on recommence. Je ne crois pas. Je crois que ce qui se passe, au fond,
et on l'abordait tout à l'heure en parlant des territoires, est un vrai changement de fonctionnement qui est devant nous. On parlait du biogaz, on pourrait parler plus généralement des énergies renouvelables d'ailleurs, qui sont extrêmement territoriales, ou de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ? Ce n'est que de la coopération locale entre des acteurs qui se mettent à se passer le ballon entre eux. Là où, pour l'instant, notre dispositif massivement repose sur des chaînes de grand import, comme on dit, des chaînes qui sont mondiales, avec une multitude d'acteurs spécialisés, d'ailleurs une chaîne de valeur qui s'est beaucoup fragmentée ces dernières années, où chacun des segments de la chaîne de valeur a été mondialisé. Donc il faut bien se représenter. Au fond, on va être obligé de passer une espèce de... au moins partiellement, ce n'est pas non plus blanc ou noir, évidemment, mais d'un système en tuyau d'orgue, avec des acteurs qui ont, au fond, optimisé leur système en cherchant la taille, la spécialisation et la taille, qui a marché dans les règles du jeu d'avant. Bon, et puis là, on est arrivé quand même aux limites, et avec très peu de coopération, en fait, chacun dans son silo, à un dispositif dans lequel les acteurs vont devoir collaborer, alors à l'échelle très locale ou même à l'échelle mondiale, pour aller activer au fond des leviers d'optimisation très différents. Donc je crois qu'il y aurait un danger pour l'entreprise à se dire, au fond, tout l'aspect d'organisation, toute la science de l'organisation qui s'est développée pour réussir dans la théorie friedmanienne dont on parlait tout à l'heure, va rester vrai dans le futur. Moi, je pense qu'on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus organique au fond. C'est-à-dire que, et c'est probablement par la responsabilisation des équipes de terrain, le plus près possible de la réalité, là où l'entreprise côtoie les associations, les pouvoirs publics, sans parler évidemment des clients, que va se dessiner un chemin qui va être le bon chemin, le meilleur chemin sur le CO2, mais aussi sur les matières, sur l'affectation des sols, etc. Et là, on voit bien que, et je rebondis du coup sur ce mot qui effectivement n'existe pas en français, le mot de empowerment. Alors on m'a dit récemment, si, il y a encapacitation. Oh oui, pas très joli. Encapacitation existe. Enfin bon, on sent qu'on ne l'utilise pas souvent. Parce que culturellement, et ça c'est un petit défi, je crois, collectif que nous avons le réflexe plutôt du contrôle, le réflexe plutôt de la pensée finalement à grande échelle, de structurer un système, de le mettre un peu au carré, pardonnez-moi l'expression, alors qu'en fait, probablement les systèmes les plus efficaces dans le monde qui vient, à mon humble avis, sont plutôt des systèmes qui reposent plutôt sur des bancs de poissons que sur des baleines, ou en tout cas des systèmes qui confient largement l'initiative de manière la plus distribuée possible, avec une régulation évidemment, parce que ça ne peut pas partir à 360 degrés, tout ça. Mais en confiant au maximum aux équipes qui sont proches de la réalité le soin. Donc ça, c'est l'empowerment. C'est pas joli de le dire en anglais, mais il faudrait qu'on invente quelque chose. Il n'y en a pas d'autre, donc. Voilà, en leur confiant ce soin de trouver le chemin le plus juste. Si je peux juste reboucler là-dessus, moi je préfère empouvoirment, parce que c'est bien donner le pouvoir aux autres, le pouvoir de décider, les responsabiliser, leur dire tu peux le faire. Dans le leadership, c'est prendre le risque de la liberté de l'autre, prendre le risque de la liberté de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne suis pas dans le contrôle. Voilà. Si je veux prendre le risque de la liberté de l'autre, ça veut dire qu'on doit savoir ce qu'on fait ensemble, non ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette organisation ? C'est quelque chose qui nous dépasse un peu. C'est cet aspect peut-être un peu transcendantal, c'est quelque chose qui est un peu plus vaste que nous. C'est le sauvetage de la planète, c'est l'accueil de réfugiés. C'est autre chose qui nous anime. Et je sais que je vais pouvoir te faire confiance et que je vais pouvoir t'empouvoirer ou te donner le pouvoir d'agir au nom de l'organisation, parce que justement, on va agir pour quelque chose qui est plus grand que quelques centimes de marge supplémentaire sur un composant ou sur une tâche. Et peut-être que simplement parce que je vais te donner ça, tu feras mieux ton boulot, ça va mieux se passer avec l'ensemble des collègues, et puis finalement, on va réussir à faire mieux, plus efficacement, sauver des ressources. Les ressources sont limitées. Toutes les ressources qu'on ne
ça va pas dans le sens du business de Veolia, parce que Veolia travaille avec les déchets. Mais je voulais dire, moins il y a de matière qui est perdue, eh bien voilà, tout ça va dans l'efficacité. C'est l'économie circulaire. On a évoqué... Rapidement, parce qu'il faut terminer, j'ai bien compris. On a évoqué deux choses importantes pour les dirigeants d'entreprise. Isabelle a cité l'intuition ou la vision. Hein. Et puis là, tous les deux viennent d'évoquer l'empouvoirment, mais que je pourrais résumer par bien choisir les gens à qui on donne le pouvoir, bien choisir... Parler de l'élargissement, d'ailleurs. Non. Ce sont sans doute, et c'est ce que j'aurais dit il y a 10 ans, quand on m'aurait demandé c'est quoi les principales qualités d'un dirigeant, j'aurais cité les deux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a une troisième, et c'est les deux crises successives qu'on vient de vivre qui le mettent en exergue, peut-être encore plus importante. Une entreprise, on dit que c'est une personne morale. Bon. Comme tout collectif, c'est une personne, mais abstraite. Bon. Pour que cette entreprise, pour ce collectif, ait confiance en lui, n'ait pas peur, se ressaisisse, garde son sang-froid, aille de l'avant, il faut que quelqu'un l'incarne. Car cette personne abstraite, si on n'arrive pas à lui mettre un corps dessus, lorsque le vent se lève et que la tempête frappe fort, les forces centrifuges sont souvent plus fortes que les forces cohésives, la solidarité. C'est le rôle du patron d'incarner son collectif. Et lorsqu'il y a besoin, au moment des crises, il y a besoin d'être sur le terrain pour, je dirais, résumer à tout moment ce que ce collectif doit faire et peut faire. Tout à l'heure, j'évoquais quelque chose d'assez d'actualité. Qu'est-ce qu'on doit faire avec nos salariés russes, hein, bon. Je vous ai donné mon idée, une idée abstraite, comme toute idée. Bon. J'ai près de 2000 personnes en Russie, j'en ai 10 000 en Pologne, 10 000 en République tchèque, 8 000 en Roumanie. Et ceux-là ne sont pas d'accord avec ce que je pense. Ils ont peur. Et oui, c'est vrai. Et ils ne veulent plus en entendre parler. De leurs anciens collègues, qui a 2 ans, 1 an, ils les retrouvaient régulièrement dans différentes manifestations. Bon. Je suis donc allé les voir. C'est polonais et c'est tchèque. Je vais bientôt aller en Roumanie. Pour leur dire qu'ils se trompaient. Que d'abord, la responsabilité collective était une faute, bon, mais qu'en plus, ces gens n'y étaient pour rien, nos Russes, à la guerre, et qu'il fallait qu'ils changent leur point de vue. Bon, et qu'ils, éventuellement, puissent se sentir également solidaires, tout autant que des Ukrainiens. Bon, le fait d'y aller permet ça. Le fait d'incarner permet ça. Les échanges d'idées, les échanges de visions, les échanges même d'intuition, quand ça reste abstrait, lorsque le temps est fort, ça ne suffit pas. Il faut incarner aussi, et je pense que c'est la troisième qualité d'un patron. Alors j'avais des dizaines de questions encore à vous poser, mais peut-être que les gens vont pouvoir vous les poser directement au stand où vous avez vos livres. J'aurais juste peut-être une question, on a quoi, une semaine de la présidentielle. En tant que patron de manager, vous les trouvez bien, les managers qui se présentent, qui sont à la hauteur? Vous êtes un indécrottable journaliste. Hein. Isabelle, vous voulez répondre? Moi, je vais appliquer mon filtre magnanimité, humilité, voilà, et je vais voir ce que je fais avec. On a les candidats qu'on mérite, non? Absolument. Et puis, le métier de patron et le métier d'homme politique sont des métiers quand même très différents, je pense. Hein. Je rappelle donc... c'est pas plus facile d'être homme politique. Hein. Non, faut pas penser ça. Hein. Je rappelle donc les livres. Alors, Marc Delerit, c'était donc le livre de votre mari. Sans carte ni boussole, il est urgent de diriger autrement. C'est chez Buchet-Chastel. Et puis, Antoine Ferrero et Rodolphe Durand, l'entreprise de demain pour un nouveau récit. C'est chez Flammarion. Et je signale que va être remis le prix du premier roman des amis des médiathèques de Saint-Quentin. Et il est remis à Alain Mascaro, qui est l'auteur de « Avant que le monde ne se ferme ». On est presque dans le même sujet. Merci à tous les trois. Merci.